Bienvenue dans le Case en Case, le podcast manga animation japonaise, mais pas que, et aujourd'hui on se retrouve pour un battle manga, le deuxième. Le premier avait été entre Kaiju numéro 8 et Shangri-La Frontière avec Salambo de la chaîne Otaku Club. Et pour ce deuxième, un autre comparse podcaster, je vais me retrouver avec Seb de la chaîne Y a-t-il un pilote dans le manga. Comment ça va Seb? Salut Loïc, bah écoute, ça va très bien. Merci pour l'invitation. Bah de rien, on enregistre un peu à la fraîche, enfin pour moi à la fraîche, pas pour toi. Donc si on a une voix un peu plus grave ou qu'on a l'air un peu endormi, c'est normal, il est très tôt pour un jeune Ouais, il qui est n'a tôt. pas d'enfant. Voilà, moi c'est un peu moins tôt pour moi, mais ce qu'on peut se dire, c'est qu'on aura des belles voix radiophoniques. On aura des voix bien graves du réveil, donc ça apportera un petit cachet un peu pour pour l'enregistrement. Voilà, puis vu on va traiter de 2 heures d'horreur, ça fait un peu le narrateur mystérieux, tu sais, qui Exactement. compte une histoire qui se termine mal. C'est ça. On aura la voix qui s'adaptera au contexte, on pourra faire peur. C'est parfait. Exactement. Alors vous l'aurez compris avec le premier épisode, on va opposer deux œuvres qui ont quelques points communs pour pas que ça soit non plus trop one-sided. Et ces deux œuvres, cette semaine, vous l'avez vu dans le titre, sont Sansor de Junji Ito et La couleur tombée du ciel de Gutanabe, donc la réadaptation des écrits de Lovecraft chez Kiyun, et Sansor est chez Mangetsu, la collection Junji Ito. Comme d'habitude, vous pouvez partager sur les réseaux sociaux, mettre les étoiles sur iTunes, les notes sur c'est Podcastix, c'est ça? Je Ouais, sais même plus. c'est podcastique, ouais, tu peux mettre des notes. Et petite nouveauté, Spotify autorise maintenant aussi les notes ou étoiles. Mais je crois que sur Spotify, maintenant, tu Ah, peux aussi mettre une note à ton podcast préféré. voilà, bah actualisez Spotify et mettez des notes, ça nous aide tous énormément, que ça soit moi ou que ça soit y a-t-il un pilote dans le manga si vous ne connaissez pas. Et si vous ne connaissez pas, allez écouter. Alors tu peux me résumer très rapidement le concept de ton émission? Ouais, bien sûr. Alors, on est deux comparses, donc je suis avec Val. Le concept premier en fait de l'émission, c'était de partir du concept du premier chapitre d'un manga, de le regarder un peu ensemble, un peu à la manière d'un 2 heures de perdu pour ceux qui connaissent, où en fait on commente eux ils commentent les films et nous on commente le premier chapitre. Et l'idée en fait, c'est de partir de ce concept-là pour parler d'une œuvre, de la décrypter, dire ce qu'on en pense, voilà, regarder le dessin, tout ce qui est construction scénaristique. Donc ça c'est le concept vraiment principal de l'émission et vraiment dans un souci de pouvoir parler vraiment de tous les mangas, on a sorti un deuxième petit concept qui s'appelle les mangas du grenier, où là c'est plutôt un peu en mode vieux con, hein, excuse-moi pour ça, où en fait on revient, j'ai un invité à chaque fois, où on revient sur un manga qui a un peu bercé un peu notre enfance et puis un peu en mode good vibes et voilà, de se rappeler un peu les bons souvenirs du manga et surtout de se poser la question de est-ce que ça a bien vieilli en fait. Et donc voilà, je sais pas quand sortira ton épisode, mais en tout cas on a un prochain épisode qui va bientôt arriver, ou qui sera peut-être déjà sorti au moment où vous écoutez, qui sera sur Dragon Quest. Ce sera le troisième épisode et je le fais avec un autre comparse podcaster parce que c'est avec Aurélien de Descoings Stabule, qui est un grand fan. Sur Fly? Exactement, sur Fly pour les anciens, ouais, Ok. tout à Ouais, fait. ouais, d'accord, c'est bon, je resitue. Si vous ne connaissez pas Fly, il y a un animé récent, ils l'ont refait à partir de l'an dernier, donc 2020, il est excellent. Si vous ne trouvez pas le manga, vu que maintenant je pense que le manga est plus dur à trouver. Non, non, on peut le trouver toujours chez les éditions Tonkam, et je crois que de mémoire, je crois qu'il y a une Perfect Edition qui est prévue, justement puisque l'animé cartonne, il est sur ADN, hein, je crois, l'animé, Ouais. et je suis pas un fan d'animé, mais je ne peux que reconnaître les qualités d'animation de cette série. Comme d'habitude, on digresse. On va passer à la petite partie 2. Donc, est-ce que tu as une petite lecture ou un petit coup de cœur récent? Ça peut être autre chose que du manga, hein. Eh ben, écoute, alors je suis quelqu'un un peu touche à tout. J'aime les mangas, les films, tout ça. Enfin, je suis assez pop culture de manière générale. Je vais quand même en citer deux. Le premier, ce sera un manga, donc c'est Spy X Family. C'est la grosse nouveauté chez Kurokawa où une famille un peu par défaut qui se compose dans un but commun pour arriver à déjouer des complots au niveau gouvernemental. Je pense que tout le monde connaît Spy X Family. Je vais pas m'étendre ici. Enfin, en tout cas, ouais, c'est vraiment une super série, vraiment très très plaisante à lire et puis avec une vraie belle édition chez Kurokawa qui est vraiment très sympa.
Et la deuxième, c'est j'ai terminé un peu en décalage parce que j'avais un petit peu de mal à faire mon deuil de cette série. Mais il est jamais trop tard pour la découvrir, surtout qu'il y a eu une adaptation en série télé, c'est The Walking Dead. Je savais que t'allais parler de ça. Et oui, je suis un très très grand fan de The Walking Dead de la première heure. Je déteste la série télé. Voilà, je lui ai laissé plusieurs fois sa chance et je n'y arrive pas. Parce que je trouve que l'écriture du comics est à tout plein de points au-dessus. Et je trouve que ce qu'ils en ont fait dans la série télé, c'est pas ma came. Voilà, je n'irai pas chier dessus, mais c'est pas ma came. Mais c'est pour ça, lisez vraiment le comics. Ça s'est clôturé il y a presque 2 ans maintenant. Donc je l'ai lu un peu en décalage, mais c'est une vraie bonne conclusion. Et c'est un super comics et c'est une œuvre que vous devez avoir chez vous. C'est vraiment super. Sachant que le comics est trouvable partout, il est en format souple, donc moins cher que les comics cartonnés. Exactement. Je crois pas qu'ils aient fait d'édition cartonnée encore. Je suis pas sûr qu'ils en fassent tout de suite. Alors il existe une édition anglaise, je crois, en version un peu plus quali. Je sais qu'ils ont sorti une édition un peu collector chez nous. Ils regroupent 2 ou 3 tomes en un, qui est une vraie belle édition. Mais ça se trouve toujours, hein, ça a été les grosses ventes de Delcourt, Walking Dead, à tel point que ça, c'est ce que je disais souvent, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt dans le monde merveilleux des comics, puisque en fait les ventes hallucinantes de Walking Dead masquaient un peu les ventes un peu moyennes du comics en général, et que là depuis que Walking Dead s'est arrêté, les ventes de comics sont un peu moins bonnes, on va dire, pour rester simple. Mais c'est un super comics en tout cas. Mais je pense, on en reparlera, mais je pense faire une émission assez longue avec d'autres chroniqueurs, podcasteurs sur manga versus comics. Pourquoi est-ce que la tendance est en train de s'inverser même très fortement depuis quelques années. Et puis je pense que ça fait quelques temps que le comics perd en qualité, mais je pense qu'on en reparlera lors de l'émission. Alors peut-être pas en qualité, hein, je termine juste la parenthèse là-dessus, peut-être pas en qualité parce qu'il y a aujourd'hui encore des œuvres comics vraiment hyper intéressantes, et pas que les super-héros, hein, parce qu'aujourd'hui il y a quand même l'effet super-héros grâce au MCU qui fait que ça se vend, mais aujourd'hui je pense que ça s'inverse. Pourquoi ? Parce que le manga est dans l'air du temps, et les animés sont hyper porteur et fait que ça booste les ventes, ce que n'a pas aujourd'hui le comics, parce que mis à part le MCU, aujourd'hui il y a très peu de séries adaptées de comics. Ça commence à arriver, hein, mais il y en a très peu, et comme je disais tout à l'heure, les ventes de Walking Dead ont fait que ça a fait chuter la vente de comics de manière globale, mais on pourra en reparler, avec plaisir. Ouais, ça me ferait plaisir. Moi, pour mes 2 lectures, je vais faire comme toi. Le premier, c'est un manga que j'ai terminé hier, c'est Les Liens du Sang, le tome 10, l'heure à l'actuelle je fais cette vidéo. Est-ce que tu connais Les Liens du Sang ? Eh ben non, je ne connais pas, donc tu vas me faire découvrir. Est-ce que tu connais l'auteur Shuzo Oshimi ? Non tu plus. en as peut-être déjà entendu parler, c'est l'auteur de Happiness et des fleurs du mal. Eh ben non, je découvre complet, je connais pas du tout. Ouais, alors c'est un auteur qui est spécialisé dans le social entre guillemets, qui va parler toutes les maladies mentales qui peuvent en survenir. Et les liens du sang, ça parle du coup d'une mère qui va surcouver son fils, mais c'est très malaisant. Enfin, on va dire que le gamin il a 12-13 ans je crois au début du manga. Elle le traite comme un bébé de 1 an en fait. Et donc le gamin va nourrir des traumas. Et ça raconte l'histoire de l'enfant. Voilà. Est-ce que c'est lié au fameux syndrome, le nom m'échappe là, mais ce fameux syndrome où justement, pour avoir l'amour de son enfant et montrer qu'elle l'aime, elle le rend un peu malade, un peu plus, enfin je sais un nom, hein, ce syndrome. Mais, ouais, je pense. Okay. C'est dur, enfin, comment dire, c'est pas un manga qui est très facile à lire. Surtout le tome 10, il est... en termes de reconstruction mentale après certains chocs, c'est compliqué et on peut faire des parallélismes avec d'autres maladies mentales, notamment la dépression post-traumatique, et c'est dur à lire. Enfin, c'est dur à lire. Pour des gens qui ont vécu des épreuves similaires sans forcément rentrer dans le lien morbide qu'il peut y avoir entre une mère et son fils, ça me fait penser un peu à Bates Motel au début. Oui. La série, qui est un peu... Bon, tu te demandes s'il n'y a pas aussi un complexe d'Oedipe derrière, enfin c'est un peu...
Ouais, Voilà, moi je vous conseille de les lire. j'ai retrouvé le nom, hein, c'est Syndrome de Munchausen, où justement donc la mère essaie de faire tomber malade son enfant pour pouvoir s'en occuper et lui montrer qu'elle l'aime. Voilà, une relation un peu malsaine justement, donc peut-être que c'est Ouais, ça alors, Je sais pas si c'est tout à fait ça. presque ça. Ouais, d'accord. C'est presque ça, mais c'est un peu plus compliqué et il y a tout le spectre d'une maladie mentale, que ce soit chez la mère ou chez le fils, qui est présente. Et après, tu vois forcément tous les personnages autour, donc le père et les amis du fils qui sont complètement à la ramasse par rapport à ça, qui comprennent pas, tu sais, il y a des brimades, enfin c'est compliqué à vivre pour tous les personnages et c'est un excellent récit. Moi, je le conseille à tout le monde de le lire. On doit pas en sortir C'est indemne hein, de ce récit, je pense, hein, parce que Ah non, c'est ça a pas l'air assez terminé. dur. Ouais. C'est pas terminé, je pense qu'il y aura entre 15 et 18 tomes. Et moi j'avais lu aussi Les Fleurs du Mal. C'est un très bon auteur, Shuzo Oshimi. Moi je le conseille, mais c'est pas à mettre entre toutes les mains. Alors, Les Fleurs du Mal, c'est un lien avec Baudelaire ou pas du tout? Non, en fait le titre vient du fait que au tout début du manga, les deux ados se lisent Les Fleurs du Mal en cours, c'est tout. Ok, d'accord. Alors, c'est édité Et en chez fait, qui, le manga que tu me parlais là, du coup? Le lien du sang, c'est chez Kiun. C'est Kyun, d'accord, ok. Et ça vaut 8 € unité. Après, si on en a pour son Et la argent, deux- il n'y a pas de raison. Non, les volumes sont très gros en plus. C'est pas des petits volumes. Là, tu vois, j'ai un kaiju juste à côté, un kaiju numéro 8. Ça fait au moins le double de kaiju en taille. Ok, ouais, donc Et ça vaut son c'est argent. du gros papier. Ouais, l'édition, elle est vraiment clean. Ça fait un peu papier canson, la couverture. Enfin, c'est du papier très épais avec de la texture. C'est assez agréable en main. Ok. Et le deuxième, je me suis mis à jour sur Saga, le comics. Ok, ouais. J'ai pas terminé encore. Mais je pense que je vais aller acheter toute la fin là. C'est trop bien. C'est un grand C'est pan trop de la bien. culture comics que Ah ouais, mais je n'ai jamais lu. quelle dinguerie, genre. Après, moi, c'est parce que j'adore le space opéra. J'adore la science-fiction, mais encore plus le space opéra. Je suis un énorme fan de Star Wars, mais quand je dis énorme, c'est vraiment en intraveineuse tous les jours, quoi. Tu me Et tends une perche du coup, pour qu'on digresse là, attention. Hein, parce que j'allais te voilà. poser la question si même de la dernière trilogie, si t'es fan, il y a Ça matière à va, discuter. Ah ouais, c'est ok. pas les pires films que j'ai vus. Le 8, moi, je fais partie de l'équipe qui trouve que le 8 est une purge sans nom. Moi aussi. Pas visuellement, je trouve que Ah le non, 8 est non. le plus abouti. Visuellement, il est magnifique, mais Ouais. je suis rarement sorti énervé d'une séance, hein, c'est pour dire. Voilà, en termes de Star Wars pur, je trouve que le 8 est un très bon film et un très mauvais Star Wars. Là où les deux autres sont des bons Star Wars, mais des très mauvais films. Donc c'est... Voilà, après c'est un avis, on fera peut-être des émissions sur ça plus tard, mais voilà. Donc du coup, le Space Opera, ça me plaît de ouf, et Saga, bah forcément, à fond, quoi. Ouais. Saga, c'est très très bon, ça raconte, pour ceux qui connaissent pas, ça raconte l'histoire d'un enfant. En fait, c'est la petite fille qui va raconter l'histoire de son point de vue, donc du point de vue d'un enfant au début, en bas âge, et ses deux parents viennent de deux planètes qui se font la guerre depuis des centaines et des centaines d'années, et en fait, bah concrètement, le fait qu'ils aient un enfant ensemble, c'est censé pas être possible parce que les deux races sont censées être incompatibles, mais c'est pour ça qu'ils se font la guerre. Sauf que là c'est possible, donc en fait il y a tout un délire aussi politique derrière, parce que bah, si les gens apprennent que c'est possible d'avoir des enfants et de faire la paix, il y a toute une économie qui va s'effondrer, enfin il y a plein de... C'est un très très bon récit, et moi je le conseille. Bah de toute façon, là, tu parles d'un grand monsieur du comics qui est Brian Kevogan, qui est juste, pour moi, un des meilleurs scénaristes que peut proposer en tout cas les États-Unis. Moi, de lui, en fait, à la même époque, alors Saga, j'avais lu le premier tome, mais je l'ai lu il y a très très longtemps et j'avais pas continué parce que je faisais en parallèle une autre de ces grosses séries qui, pour le coup, j'aime beaucoup et qui est aujourd'hui un peu facile d'accès puisqu'elle a été adaptée en série télé. C'est Y, The Last Man, ou Y, le dernier homme, si on le dit en français, Sur Disney+. et qui est aussi un super comics. Et dans une culture un peu plus populaire, il était aussi au scénario, ce mec-là, des Lost, hein, pour ceux qui ont vu Lost, la série télé. Donc non, mais c'est un super scénariste. Il a aussi collaboré pas mal chez Marvel Comics, chez DC Comics. Il est un peu passé partout, mais en général c'est plutôt qualitatif. J'aime beaucoup son écriture en tout cas. Ouais, bah si t'aimes bien ce qu'il fait, je te conseille Paper Girls et Ex Machina, qui sont deux excellents titres.
Ouais, Ex Machina, je l'ai lu il y a très longtemps. Il faudrait que je le relise parce que je pense que j'ai plus de souvenirs. Paper Girl, j'étais passé à côté, mais pareil, j'ai entendu que du bien. Paper Girl, c'est un des seuls récits un peu woke. Enfin, ça tend vers le woke et le socialisme moderne, mais je trouve ça juste dans le propos, contrairement à plein de trucs qui se font maintenant. Mais bon, on continue à digresser. Mais non, mais c'est bien de digresser, c'est très bien. Mais oui, non, mais t'inquiète, pas de souci. Mais de toute façon, c'est compliqué de ne pas digresser quand tu parles de choses Ouais, qui qui nous te parlent plaisent. tous les deux et qui fait que bon bah ouais, je peux pas ne pas réagir quoi. Mais oui, mais on touche à des univers qui sont passionnants dans tous les cas et où il y aurait des choses à dire dans tous les cas. Ah bah il y en aura, parce que j'ai prévu des émissions dessus, notamment des hors-séries sur des comics, mais ça c'est pour plus tard, c'est pour 2022, c'est pour la fin de la pandémie, on y croit. Bah oui, enfin, moi c'est pareil, hein, secrètement, je suis un grand passionné de cinéma et j'aimerais arriver aussi à trouver une manière, un angle un peu original pour parler ciné, pour parler cinéma de genre notamment, et ça va faire le lien, comme ça je te tends une perche Ouais, avec on l'œuvre. va Moi en parler. je suis aussi un grand fan de cinéma d'horreur, et donc bah, c'est tout apprêté aux deux mangas qu'on va parler aujourd'hui en tout cas. Exact, parce qu'on va parler de deux mangas d'horreur comme j'ai dit juste avant, mais avant de rentrer dans la battle, toute petite mise en contexte, est-ce que toi, de ton côté, tu es un aficionado, alors pas du cinéma du coup, mais des lectures d'horreur? Quelles sont tes lectures un peu habituelles dans, de manière générale, que ce soit en littérature, en BD, en comics, en manga notamment, aussi surtout en manga, et ensuite comment est-ce que tu as connu les deux œuvres auxquelles on va parler aujourd'hui, vu qu'on a lu les deux? C'est ce qu'il fallait pour l'émission. Bah déjà, de base, moi j'ai commencé comme tout le monde les mangas par du shonen, hein, c'est la porte d'entrée la plus facile. Et comme tout le monde, bah, j'ai vieilli et je me suis tourné petit à petit aussi vers du seinen, où j'ai commencé un petit peu à toucher en fait à pas mal de genres, notamment horrifiques. Euh, mais pour autant, alors, mis à part Spiral de Junji Ito que j'avais eu entre les mains à l'époque il y a très très longtemps et qu'il faudra encore une fois que je relise parce que ça va faire peut-être 15 ans que je l'ai lu. Mais en tout cas, ouais, j'ai commencé un peu à toucher au seinen et à des choses un peu plus adultes. Et c'est vrai que là-dessus, il y a pas mal de choses qui existent. Moi, j'étais assez fan et on en reparlera parce que je trouve qu'il y a une grosse vibe Keiichi Kwake, et je sais pas si tu vois qui c'est, qui est l'auteur de Ultra Heaven et Heaven's Door, qui est plutôt un manga un peu hallucinant sur les effets de la drogue, et on arrive à te mettre ça sur les planches. Alors, pas horreur, mais il y a un côté dans le style graphique qu'on retrouve justement sur Junji Ito. Et, mais ouais, non, c'est vrai que le côté seinen, un peu plus horrifique, c'est vraiment quelque chose qui me parlait un peu plus parce que justement j'avais aussi cette culture-là cinématographique. Et en comics, bon bah il y a forcément The Walking Dead avec le genre zombie qui est pour moi le must-have, mais on en a déjà parlé. Alors moi je suis pas du tout manga d'horreur. C'était mes premiers ces deux-là. Enfin Ok. Lovecraft en tout cas en manga d'horreur était mon premier. Et en littérature je suis pas très horreur. En fait j'adore Stephen King comme beaucoup de personnes je pense. Ouais. J'en ai lu pas mal de Stephen King, mais peut-être pas les plus horrifiques. Moi j'ai adoré notamment celle, j'ai plus le nom, où c'est deux vieux reporters qui essaient de retracer une enquête insoluble avec une stagiaire qui est assez court mais qui j'ai trouvé incroyable dans la narration. Et Non, là, ça me parle pas. dans le fond c'est un tout petit, faudrait que je le mette en description si je le retrouve dans ma bibliothèque. Ok. Mais je suis pas très fan d'horreur. Et récemment, en comics d'horreur, j'avais lu Lock and Key. Ah, c'est génial, Lock and Key. Qui tend plus vers la fantasy horreur que l'horreur horreur. Mais j'avais trouvé ça très bien, ouais. Est-ce que tu sais qui écrit Lock and Key d'ailleurs? Ouais, c'est le fils de Stephen King. Eh ouais. Joe Hill, ouais. Faudrait que je lise Pludge. C'est Lock and Key, c'est génial, et je trouve que pour le coup, le nom me revient plus, mais c'est un dessinateur espagnol qui assure le dessin de Lock and Key, et le dessin est juste magnifique. Enfin, moi j'adore le dessin de Lock and Key, mais un super œuvre Lock and Key, et ça a été aussi adapté en série télé. Je sais pas ce qu'elle vaut, mais j'ai pas osé y aller en tout cas. Beaucoup plus. Elle est bien, franchement. Elle est pas aussi mal que ce qu'on pourrait imaginer, mais elle est très très grand public. En même temps, c'est dur d'adapter ce qu'il a réussi à faire dans. Enfin, on va dire que les libertés scénaristiques de la série
peuvent par moments desservir le bouquin, mais le bouquin a des libertés scénaristiques qui, on va dire que le gamin qui est toujours tout seul, aller à droite à gauche sans jamais être surveillé par ses parents alors qu'il a 6 ans, le petit là, bon, il y a des trucs comme ça, mais c'est dans la diégèse du bouquin, c'est comme ça. Mais Il faut ouais, non, l'accepter, ouais. les bouquins d'horreur, c'est pas trop ma cam. Mais par contre, Lovecraft, je connaissais. J'en avais lu pas mal, mais c'est pas pour l'horreur que j'aime bien Lovecraft, c'est pour l'aspect mythologique du truc. Ok, d'accord. Moi, je suis un gros fan d'imaginaire de ce côté-là, du côté mythologie. J'adore. Dès qu'il y a de la mythologie dans un récit, bah là, les grands anciens, notamment, c'est ma cam. Enfin, il en faut pas plus. J'ai adoré Attaque des Titans pour ça, c'est qu'il y a toute une mythologie autour des anciens titans et d'un monde passé avec des significations pour chacun d'entre eux, ce que ça implique. Lovecraft, pareil. Il y a Blam, qui est incroyable en termes de mythologie parce que tu sais rien sur la planète, même dans Noise, on n'en apprend pas plus que ça. Et je trouve ça fantastique de libérer son imaginaire par rapport à ça. Et du coup, Lovecraft m'avait énormément plu Alors quand j'avais lu quelques nouvelles. je te rejoins complètement sur Lovecraft. Moi j'avais lu donc forcément l'Appel de Cthulhu en roman. Moi je suis pas très très roman, donc je lis assez peu de romans. Je suis plutôt support visuel avec les BD et tout ça en général. Mais j'avais quand même lu l'Appel de Cthulhu et Cauchemar d'Innsmouth aussi. Mais je suis assez friand aussi de son genre, mais dans un autre biais, tu vois. Alors, j'aime beaucoup aussi le côté mystique, avec voilà toute cette mythologie qui est mise en place, mais j'aime aussi l'impact que ça a sur justement le côté mental. Il y a beaucoup, c'est une grosse métaphore de la maladie mentale, hein, l'univers de Lovecraft. Il était lui-même sujet à ça. Mais si on doit aller un peu plus loin, moi je suis aussi assez fan de jeux de société. Et dans l'univers Lovecraft, moi j'ai chez moi Les Demeures de l'Épouvante, qui est un gros jeu de plateau à scénario, où en fait on rejoue en fait des scénarios de Lovecraft, et c'est passionnant et c'est ultra prenant, et c'est même un chouïa flippant, flippant plutôt dans le sens stressant, parce que le jeu nous met la pression, et si t'as jamais l'occasion, c'est un jeu qui est vraiment ultra immersif et qui retranscrit vraiment bien l'univers de Lovecraft. Donc ouais, Les Demeures de l'Épouvante. Ok, bah je note. Et juste avant de passer du coup à la battle, comment t'as connu en manga, que ça soit les rééditions de Lovecraft ou Junji Ito? Mais déjà, Lovecraft, on en a parlé, c'est pour Lovecraft, hein, tout simplement. J'avais déjà au premier coup d'œil, mais on y reviendra, j'avais trouvé le dessin de Watanabe vraiment très sympa. Et j'avais dit, tiens, c'est l'occasion de lire du Lovecraft en manga, parce qu'il faut se le dire, Lovecraft, c'est pas à la portée de tout le monde, hein. Suivant les traductions et suivant la manière dont c'est écrit, c'est pas toujours simple à lire, hein, Lovecraft, hein, et je trouvais que c'était une bonne porte d'entrée pour découvrir le monde de Lovecraft, donc c'est pour ça que je me dis tiens, je vais lui laisser sa chance sur la version manga. Et Junji Ito, en fait, c'est tout pour son background, en fait, cette réputation qu'il a pour écrire les récits d'horreur. Comme je te disais, j'avais un vague souvenir de Spirale, et du coup, alors, pour un petit peu de background d'émission, on réfléchissait à ce qu'on allait du coup parler. Ça s'est joué entre Tomie et Sensor, et puis en fait, on s'est rendu compte en discutant tous les deux qu'il y avait un peu plus une parenté entre Sensor et La Couleur tombée du ciel. Mais oui, du coup, ouais, j'ai commencé par Sensor, et dans les prochains à acheter, il y a forcément Tomie, et il y a forcément aussi donc les chefs-d'œuvre de Junji Ito. Je crois que j'en oublie un, mais en tout cas, ouais, les éditions dans les deux cas sont magnifiques, hein, en tout cas. Chez Mangetsu, non, t'en as pas oublié. Non, j'en ai pas oublié. Bon, bah super. Chez Tonkam, par contre, il y a aussi Guillaume, je crois. Ouais, c'est ça, il y a Guillaume. Et La Déchéance de l'homme, mais il est pas au scénario, il est juste au dessin, et il reprend un scénario je crois que c'est un roman japonais d'horreur, mais c'est pas trop mal de ce qu'on m'a dit. Par contre, les chefs-d'œuvre, c'est vraiment bien. Oh, c'est exceptionnel. Ouais, ça a l'air complètement barré. J'ai vu passer le manga, et non, ça a l'air top, et ce sera voilà, c'est les choses qu'il faut avoir dans sa mangatech, et parce que les éditions sont magnifiques, et ça a clairement sa place, quoi. On en reparlera tout à l'heure dans la partie graphisme et découpage de la battle, mais et toi, du coup, sur qu'est-ce qui t'a fait aller vers ces œuvres? Ah bah les éditions, moi j'aime bien les beaux livres, tu vois, Ouais. j'aime bien avoir une bibliothèque qui est jolie, c'est pour ça que
en termes de manga, le dos, ouais c'est ça le dos, je trouve que c'est enfin, le plus important d'une pièce. La tranche, Et tu quand parles, je- non? La tranche. Non, le dos. Vraiment le dos. La Ok. tranche c'est... toi ce que t'appelles la tranche c'est le dos. Ok, d'accord. L'endroit où il y a le nom du livre, l'endroit visible quand tu le ranges, ça s'appelle pas la tranche, ça s'appelle le dos. La tranche, c'est là ok. où tu tranches le papier, c'est là où tu coupes. Donc en fait, c'est pas. Les gens confondent, tu vois. Il y a la première de couverture, la quatrième de couverture. La tranche, c'est du coup là où tu peux feuilleter, c'est là où le papier est coupé. Et le dos, c'est là où t'as marqué Kiyun Senen, la couleur tombée du ciel, Gutanabe. Ah Le bah, truc bleu que tu me l'apprends. Ouais, je ne savais pas. voilà, donc si vous ne le savez pas, en jargon littéraire, la tranche c'est l'endroit où il y a le titre du livre que vous voyez quand c'est hop, rangé. Et non, ouais, c'est juste pour ça. J'aimais bien les deux éditions. Après, forcément, j'ai commencé par Gutanabe parce que je me suis dit, tiens, c'est quoi ce beau livre? Je regarde, je vois marqué Lovecraft, je suis ok, j'achète. Et j'ai été choqué on en parlera tout à l'heure dans la battle, mais du prix des deux. Ouais. Pour la qualité des deux ouvrages, je trouve que le prix est excessivement bas. Exactement, ouais. C'est vraiment Mais super on en bas. parlera, C'est on en ultra parlera accessible. dans l'édition juste après. Je vais juste, alors on va commencer, on va faire un petit résumé des deux œuvres. Je vais commencer par Sansor, et moi pour pas m'ennuyer trop longtemps, je vais juste vous lire la quatrième de couverture. Voilà, j'avoue, aveu de faiblesse, je n'ai pas bossé sur un résumé personnalisé, mais ça fait 3 lignes, et en fait le problème c'est de Sansor, c'est que c'est dur de pas spoiler. Bah ouais, et puis c'est dur de résumer en fait. Hein. Donc je pense que pour le coup, si la quatrième de coup fait son taf, autant la reprendre. Hein. Elle est là pour ça. Ouais, Hein. voilà, sachant que on va éviter les spoils pour vous laisser parce que c'est des one shots, donc on va pas spoiler. Parce que l'intérêt c'est de découvrir le titre et par vous-même et de vous faire votre propre avis derrière. Mais alors que sur une grosse série, on peut spoiler 2-3 petits trucs, mais là j'avoue qu'il vaut mieux pas, surtout Sansor qui a un découpage très particulier. Vaut mieux pas spoiler quoi. Oui. Donc, Sansor, ça raconte l'histoire de Kyoko Byakuya, qui randonne seule au pied du mont Sengoku, et parmi des tourbillons de filaments volcaniques au reflet d'or, quand elle fait une étrange rencontre. Donc en fait, elle est concrètement, c'est une personne qui part en rando, elle voit des petits filaments d'or dans le ciel, elle va rencontrer un homme qui va l'emmener jusqu'à son village, et une fois au village, l'homme va lui parler d'un culte, un dieu ancien qui s'appelle Amagami. Et ensuite, il va y avoir une éruption du volcan à côté duquel ils sont. Et là, voilà, on va pas en dire plus, mais il faut savoir que... Ça part en cacahuète, on peut dire ça voilà, comme ça. ça part sur un récit pseudo... Enfin, une espèce de quête un peu... ça raconte le voyage après de Kyoko au travers de plusieurs histoires... qui ont toutes des liens un peu entre elles avec une horreur tirée de choses du quotidien, mais on en reparlera après. Ouais, c'est très psychédélique, hein, on peut le dire. Hein. Il y a un côté très psychédélique dans l'approche, mais on en parlera, ouais. Mais c'est assez fou quand même. Ouais. Est-ce que tu peux nous résumer la couleur tombée du ciel? Ouais, on peut dire c'est assez simple en fait. Ça part du principe en fait qu'on suit en fait une personne qui est en charge en fait d'un projet de barrage. Je crois qu'il est architecte de mémoire. Et il se rend donc dans la commune de Arkham pour justement suivre ce chantier qui va avoir pour but en fait d'inonder en fait le terrain, quasiment même toute la parcelle, une grosse partie de la parcelle de la ville, et il fait la rencontre en fait d'un monsieur qui lui se réjouit justement que ce projet se fasse, et c'est là où justement Gutanabe est très bon, c'est qu'en fait tout l'œuvre de Lovecraft, on y reviendra, est énormément basé sur du récit rapporté. On vous raconte une histoire et c'est un prétexte à un flashback. Et on y apprend en fait que la famille des Gardner a mystérieusement disparu à la suite d'une chute d'une météorite qui a complètement bouleversé leur quotidien. Puisque cette météorite avait des choses un peu spéciales, un peu bizarres, qui a complètement impacté l'écosystème, la vie de la famille. Et voilà, et c'est toute cette force justement de Gutanabe de mettre en lumière le travail de Lovecraft. Mais voilà, je pense que c'est à peu près bien résumé sans trop en dire.
Ouais, c'est bien résumé. Sachant que la couleur tombée du ciel est plus difficile à spoiler vu qu'il n'y a pas vraiment de gros twist ou Non. c'est moins un délire que s'en sort. On va pas se mentir, c'est un peu plus terre à terre. Ouais, ouais, on Mais est sur un le rail, hein. C'est encore une fois, on nous raconte une histoire et on écoute l'histoire en fait, hein. C'est un peu le principe, alors que Sensor, on change assez rapidement de point de vue en fait, ce qui n'est pas le cas dans la couleur tombée du ciel. Ouais. Donc on va commencer la battle. Il va y avoir plusieurs points sur lesquels on va discuter et à la fin, le but va être de d'élire entre guillemets un manga à lire plutôt que l'autre, sachant que on est tous les deux d'accord pour dire qu'il faut lire les deux avant Oui, de commencer. complètement. Complètement. Mais ça va être dur de trancher, hein. Ah ouais, alors moi j'ai une légère préférence, mais on en parlera à la fin. Mais ouais, lisez les deux, faites-vous votre propre avis. C'est comme on l'a dit, c'est pas extrêmement cher pour la qualité du produit. Et c'est des bouquins que vous allez garder très longtemps parce qu'ils sont, je pense qu'ils sont durables. Donc premier point que j'ai noté, moi c'était le scénario. Je vais commencer là-dessus. Vas-y, comment parler du scénario sans spoiler? Bon courage, Loïc. Ouais. Alors le scénario de Sansor, j'avoue que la première approche, elle a pas été facile, hein. On en parlait avant l'émission. Je te C'est rejoins. des bouquins qui sont durs d'accès. Oui. Peut-être moins la couleur tombée du ciel, mais en tout cas Sansor, pas Junji Ito, mais Sansor en lui-même est un bouquin qui est vraiment dur d'accès. Et ce qui me la narration du début m'a fait penser au tout début de Eden, Ok, que je n'ai pas lu, hein. Mais ok. qui est la réédition de Chez Panini en ce moment. Là, moi, je découvre Eden. En ce moment, j'avais pas lu à l'époque, forcément, j'étais pas né dans les années 80. Mais où en fait, Eden, comme s'en sort, au début, on te présente un postulat de base avec des personnages. Donc, Kyoko qui va dans le village, etc. On commence à te mettre dans un univers. Et d'un coup, paf, cassure, ellipse. Tu sais rien de ce qui s'est passé. Et hop, tu suis l'histoire d'autres personnages après qui vont être impactés par la petite introduction en fait qu'il y a eu. On peut le dire, hein, c'est Et en fait ensuite après on va changer de point de vue puisqu'on va passer avec le point de vue du journaliste en fait qui va enquêter sur ces faits justement qui s'est passé justement dans le postulat de départ. ouais, c'est-à-dire que il y a l'éruption du volcan et 60 ans plus tard, un journaliste va enquêter sur des phénomènes étranges qui apparaîtraient dans la région où il y avait ce fameux village et où Kyoko Byakuya serait encore en vie 60 ans après, jeune et belle. Euh, c'est impressionnant le traitement. Enfin, moi j'ai bien aimé dans Sansor l'histoire, même de manière générale, avec, comme j'ai dit avant, par rapport à la mythologie, au dieu Amagami, etc. Tu sens il y a quelque chose qui va dépasser les personnages très rapidement, mais tu t'en sauras jamais vraiment plus. Tu vois, comparé à même comme la couleur tombée du ciel finalement, tu sens qu'il y a quelque chose au-dessus, mais t'en sauras jamais vraiment plus. C'est-à-dire que quand tu Ah. commences le bouquin, t'auras quand même des zones de flou à la fin. Alors là, je suis pas trop d'accord avec toi parce que, alors je te rejoins complètement sur le côté un peu volontairement qui te sème le trouble et qui te perd dans Sensor. Moi, c'est une lecture que j'ai trouvée aussi très très dure, qui m'a un peu perturbé, que je m'y suis surpris. Je l'ai lu en plusieurs fois, hein, pour être très honnête. J'ai fait des pauses parce que je trouvais que c'était très dense à lire. J'étais un peu perdu dans la temporalité. Parce que là, tu parles de 60 ans, quand on voit le personnage de Kyoko dans son look vestimentaire, son sac à dos, on dirait pas que ça se passe 60 ans avant. Et c'est pas clairement dit en fait, hein, je sais pas, enfin il y a des, c'est quelque chose qui m'a un peu déstabilisé. Moi, je trouvais ça un peu paumé. Mais par contre, là où je suis pas d'accord avec toi, je trouve que pour le coup, Junji Ito dans son écriture explique beaucoup plus de choses. Alors, il explique pas tout, mais il te donne plein d'éléments de réponse et toutes les questions sont quasiment répondues en fait. Et ce qui n'est pas le cas dans La Couverture du ciel, qui est l'écriture de Lovecraft, mais on va y revenir quand on va parler de l'écriture de La Couverture du ciel, où Lovecraft entretiendra le mystère et c'est à toi de faire ton interprétation. Je trouve que même si c'est compliqué à lire Sensor, quand tu arrives au bout du livre, il y a eu quand même pas mal de réponses apportées à toutes les questions un peu complexes. C'est pas facile à comprendre, mais c'est répondu.
Alors pour les 60 ans, je suis en train de regarder, à la fin du chapitre 1, c'est dit textuellement. C'est dit textuellement, ok, bon. Ouais, il y a marqué Kyoko Byakuya avait-elle rejoint le village de Kiyokami 60 ans auparavant, ou sa vision du petit hameau n'avait-elle été qu'une apparition fantomatique? Parce qu'en fait, le Gokon qui est retrouvé du coup après l'éruption est bien retrouvé donc 60 ans plus tard. Mais tu vois, regarde, voilà, tu vois, tu soulèves tu soulèves un point important, c'est que on te le met, c'est ça qui m'a perturbé, moi, tu vois, c'est on te le met sous forme de question. On te le dit, est-ce qu'elle était de passage de manière, elle l'a vue de manière un peu mystique, ou est-ce qu'elle était vraiment présente il y a 60 ans? Et c'est ça qui est, toi, qui est perturbant, parce que c'est pas répondu clairement, en fait. Et tu te dis, mais attends, enfin, c'est actuel, c'est pas actuel, ça se passe maintenant, pas maintenant. Et c'est ça qui est pas évident dans la lecture de Sensor, et je pense que ça mériterait franchement une deuxième lecture. Toi, pour vraiment... Alors, ouais, je l'ai lu 2 fois, et c'est vrai que la deuxième, ça passe beaucoup mieux. Bah oui. La première, je t'avoue que j'avais fini le bouquin, j'étais un peu en mode, qu'est-ce que je viens de lire? Exactement. Qu'est-ce que je viens de lire, ouais. T'as beau lire la postface explicative de Moro, je crois que c'est ça, et de Ito qui du coup décrivent un peu le bouquin, le cheminement, ce qui s'est passé. Enfin, il y a tout un, ouais, c'est passionnant. Il y a toute une postface qui est ultra intéressante. Oui, oui. Et malgré ça, j'étais quand même dans le flou et du coup j'ai laissé une semaine ou deux. Je crois que j'avais lu ça à mi-novembre quand on avait parlé de faire le podcast. Et je l'ai relu sans sort du coup. Et La couleur tombée du ciel, qui pareil, à la première lecture m'avait laissé un petit goût ouais. Je l'ai relu hier et avant-hier. Et effectivement, la deuxième lecture, c'est beaucoup mieux. De toute façon, Junji Ito, de manière générale, un truc que j'ai remarqué dans la construction de ces histoires, du moins dans celle que j'ai lue, c'est que la première lecture est très souvent déstabilisante, et la deuxième fait vraiment passer le récit dans une autre dimension. Ouais. Parce qu'en fait, on voit des choses qu'on n'avait pas vues à la première lecture, qui nous sautent aux yeux à la deuxième lecture. Et forcément, on fait une petite recherche sur ses œuvres, on va en parler après, mais de ce qui a pu l'inspirer. Et c'est là qu'on se dit, ah ok, c'est bon, je comprends pourquoi il fait ça. Mais première lecture peut déstabiliser, ouais. Et c'est vrai que c'est un peu, voilà. Mais c'est ce qui rend la chose intéressante et complexe, en tout cas. Ah bah ça pourrait être complexe, s'en sort la première lecture. C'est votre cerveau va fumer hein, concrètement. Pour un truc qui est écrit récemment, tu vois, ça a été écrit en 2018 oui. Et publié du coup en 2019 au Japon, hein, en 2021 en France. Je trouve qu'il a pas du tout les codes modernes de manière générale du seinen qu'on peut avoir maintenant, et c'est très perturbant si vous lisez énormément de bouquins d'aujourd'hui qui sont écrits par des auteurs modernes. C'est atypique quoi. C'est vraiment pas un truc que vous allez retrouver ailleurs. Non, et puis il a son style propre à lui, hein, donc clairement, et puis justement, juste dans l'écriture, on sait que c'est du Junji Ito, hein, donc c'est clairement sa manière à lui d'écrire, et il cherche volontairement à perdre le lecteur, hein, donc clairement, hein, c'est son but, hein, c'est de nous envoyer sur des pistes, et puis de nous paumer volontairement pour que ça rende la chose pas forcément simple à comprendre en premier abord, quoi. Et pour La couleur tombée du ciel, est-ce que t'as préféré La couleur tombée du ciel en niveau scénar ou pas? C'est difficile. Là, franchement, j'ai du mal à trancher. Je t'explique pourquoi. J'ai adoré La couleur tombée du ciel parce que je trouve que c'est on retrouve l'écriture de Lovecraft. Mais je trouve que pour le coup, on est plus sur un rail sur La couleur tombée du ciel, et c'est plus simple à lire, enfin plus simple à rentrer, parce que pareil, la conclusion, on est là, on se dit la même chose au final, on se dit mais qu'est-ce que je viens de lire ? Enfin, qu'est-ce que je viens de lire ? Mais pour le coup, c'est comme c'est quelque chose qui est un récit rapporté, raconté. Je trouve que la porte d'entrée, elle est quand même plus facile à prendre avec La couleur tombée du ciel que Sensor. Donc, au final, ça reste deux récits très forts, deux récits très bien écrits. Mais si vous devez, en termes de scénario, en commencer par un, je pourrais plutôt tendance à aller vers La couleur tombée du ciel parce qu'elle est beaucoup plus facile d'accès que Sensor. Ouais, c'est vrai qu'en facilité d'accès, Couleur tombée du ciel, je suis d'accord aussi. Moi, c'est pas celui par lequel j'ai commencé Lovecraft en manga, mais je pense que c'est une bonne porte d'entrée à Lovecraft en manga. Alors moi, clairement, pourquoi j'ai commencé par celui-là, c'est parce que tout simplement, je connaissais les autres, déjà.
et que je ne connaissais pas le récit de La couleur tombée du ciel, donc j'ai dit je vais commencer par celui que je connais pas en fait. Donc j'ai plutôt eu cette démarche-là, et plutôt convaincante, et après j'irai vers les autres. Hein. Mais en tout cas, ouais, je pense que c'est une bonne porte d'entrée à l'univers Lovecraft, et une bonne porte d'entrée sur le récit, il est assez facile d'accès, hein, pour le coup. Et ouais, par contre, Sansor, tu vois, par exemple, je sais pas. Alors, moi, j'ai préféré. Si je devais donner un point au scénario, je mettrais Sansor en prenant du recul. Il est moins facile d'accès, mais il est peut-être un peu plus. Il y a plus de choses à voir. Malgré tout, je conseille pas Sansor en premier Junji Ito. Oui. Si vous devez lire un Junji Ito sorti actuellement pour vous mettre un peu dans le personnage, je vous conseille les chefs-d'œuvre. Oui. C'est des petites histoires courtes en fait. Et ça sera beaucoup plus simple pour vous de vous familiariser avec la structure narrative de l'auteur, plutôt que Sansor où ça va être trop décontenançant pour une première lecture. Oui, tout à fait. Et puis, même si on a des auditeurs qui n'ont jamais lu de manga, c'est pas une super porte d'entrée pour un manga non plus, hein, clairement. Hein. Qui, pour le coup, vu qu'on est dans un manga battle, je trouve que pour le coup, La couleur tombée du ciel est une bonne porte d'entrée au manga, plus adulte, et à l'univers de Lovecraft. Je trouve qu'il remplit bien cette double fonction. Après, oui, on est d'accord, hein, le récit est beaucoup moins complexe, parce que Lovecraft explique moins de choses aussi que Sansor. Il est moins détaillé, il laisse plus l'imaginaire travailler et l'interprétation travailler. Mais je trouve que c'est pour ça que j'aurais plutôt tendance à... Moi, pour le coup, tu vois, c'est difficile de les départager, parce que pour le coup, moi, je serais plutôt dans l'objet à dire, voilà, quelque chose au niveau scénario qui facilite la lecture, j'irais plutôt vers La couleur tombée du ciel, tu vois. Ah, bon, premier point de désaccord, mais je pense pas que ça sera le seul. Non. on va passer au deuxième point. Donc vous l'avez compris, de mon côté c'est Sansor, du côté de Seb c'est La couleur tombée du ciel. On va parler maintenant des univers et influences des deux récits. Et là il y a matière. Oula, vous avez combien de temps devant vous? Et tu vois, quand j'ai bossé cette partie de mon côté, je me suis dit, c'est dur de parler d'influence, parce que pour les deux auteurs, que ce soit... alors pour le coup, on va dire Lovecraft pour le scénario et Ito, et Watanabe pour le dessin, on va essayer de séparer les deux. Mais en termes de scénario, pour une fois, c'est des auteurs qui ne sont pas influencés, mais qui sont influences d'autres auteurs. Oui. C'est-à-dire que, alors Ito, je pense, a quelques influences chez Umezu, comme vous nous avez dit sur le Discord, que vous pouvez rejoindre d'ailleurs si vous nous écoutez, qui est un autre auteur d'horreur un petit peu plus vieux, mais c'est vraiment l'auteur d'horreur qui influence les autres, Junji Ito. Et Lovecraft, c'est comment expliquer, si vous connaissez forcément Lovecraft, c'est la fondation même d'un style d'écriture, le style Lovecraftien. Donc compliqué de dire est-ce qu'il y a eu des influences ailleurs ou est-ce qu'ils ont influencé, mais on a quand même trouvé les deux en fait. On a trouvé que ce soit des influences ou en termes d'influence. Je vais te laisser commencer avec La couleur tombée du ciel, si tu veux bien. Ouais, alors La couleur tombée du ciel, je trouve que c'est assez compliqué, en tout cas à mon niveau. Alors pareil, j'ai essayé moi de mon côté de plutôt me réfléchir sur plutôt ma connaissance un peu personnelle, sur mon background, sur ce que je connaissais de choses qui auraient pu être inspirées ou donner une source d'inspiration à quelqu'un d'autre, parce que je me dis sinon on part dans tous les sens, et puis je préfère que ce soit plutôt quelque chose de plutôt propre à moi, en tout cas à mon vécu. Mais en tout cas, Lovecraft, pour moi, c'est un peu le père de l'horreur, de tout ce côté un peu de mysticisme, des récits, de ce type de récit-là, puisqu'en fait, on peut le dire assez rapidement, il a eu plutôt, on va dire, un succès, on va dire, post-mortem, puisque c'est plutôt après sa mort, parce qu'il est mort assez jeune, Lovecraft, qu'on a découvert ses récits, puis on a découvert justement ce qu'il pouvait faire, qui était complètement hallucinant, c'est le cas de le dire. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plutôt quelqu'un qui a inspiré des auteurs. Alors La couleur tombée du ciel, juste pour en parler, parce que c'est plutôt rigolo, il y a eu une adaptation récente au cinéma qui est disponible, je sais pas si c'est sorti au cinéma, mais en tout cas c'est disponible sur la plateforme Prime Video, Out of Space, avec le grand Nicolas Cage. Je l'ai pas vu, j'ai pas osé encore y aller, ça a l'air complètement barré, mais a priori c'est ce qui
actuellement est en tout cas annoncé comme en tout cas comme adaptation en tout cas de l'œuvre de Lovecraft. Donc c'est pour ça que moi aujourd'hui c'est très compliqué de dire que Lovecraft a pris des références chez quelqu'un, mais je sais que toi tu as d'autres petites infos là-dessus, mais je suis plutôt quelqu'un qui a inspiré. Et là j'ai noté deux petites choses de la pop culture où on voit clairement l'influence Lovecraftienne. Il y a la première qui va parler aux plus vieux mais aussi aux plus jeunes, Tintin. Avec Hergé, et notamment avec le tome de l'île mystérieuse, où il y a une nuit avec la chute des météorites, et qui fait que ça chamboule le quotidien des gens, ça les perturbe, et c'est le récit le plus hallucinogène de Hergé, puisqu'il est complètement barré, et j'ai pas vu d'article là-dessus ou de choses là-dessus, mais en lisant La couleur tombée du ciel et en me rappelant ce tome de la BD de Tintin, enfin pour moi il y a un parallèle évident entre les deux. Je sais pas si toi tu l'as vu, mais pour moi c'était quelque chose de pour moi évident. Alors avant que tu le dises, c'est vrai que j'avais pas fait le rapprochement. Bon, j'ai lu Tintin comme tout le monde, hein. Les mystérieuses, je vois très bien c'est lequel. Mais c'est vrai que j'avais jamais fait le parallélisme avec Lovecraft. Mais maintenant que tu le dis, oui, c'est plus qu'évident, ouais. C'est évident, puisque c'est un soir, il y a une chute de météorites, ça fait, enfin, c'est le moment où Tintin il hallucine. Il y a beaucoup de thématiques comme ça chez Hergé, où Tintin se tape des grosses hallucinations, et je trouve que clairement ça y est. Et une dernière qui est plutôt cinématographique pour le coup, je l'ai cherché un peu loin celle-là, mais pour le coup je me dis il y a aussi une parenté, c'est Sphère, qui est donc avec Dustin Hoffman, Samuel L. Jackson, qui est un film qui est sorti il y a un petit moment. Le nom du réalisateur m'échappe, mais vous pouvez retrouver ça chez vous. Sphère, en fait, on suit une équipe de scientifiques en fait qui vont devoir aller enquêter sur une épave d'un bateau de guerre, et ils vont rencontrer une entité mystérieuse, une sphère, et cette sphère en fait qui est extraterrestre comme la météorite dans La couleur tombée du ciel, va impacter en fait sévèrement l'équipe mentalement, puisque l'équipe va avoir des hallucinations, va se découvrir une sorte de pouvoir, des choses qu'ils vont pas pouvoir maîtriser, qui va faire qu'on va être dans un côté un peu limite horrifique, très psychédélique, et j'ai sorti aussi dans ce film-là, et je trouvais qu'il y avait aussi une vibe un peu Lovecraftienne, et notamment avec La couleur tombée du ciel. Alors peut-être que je me trompe, mais c'est un ressenti que j'avais eu en voyant ce film en tout cas. Moi j'ai pas vu Sphère, donc je peux pas te dire. C'est pas un très bon film non influence... plus, il est pas parfait, mais je trouvais qu'il y avait de l'inspiration en tout cas là-dedans. En influence ciné et en termes de bouquins, alors c'est un peu tiré par les cheveux pour La couleur tombée du ciel, mais La guerre des mondes. Ah oui, complètement. Le fait d'avoir des... moi c'est quand j'ai relu, je me suis dit putain mais c'est évident. Les petites météorites qui tombent au début et qui en fait sont des récepteurs pour des trucs qui existent déjà sur Terre. Bon après c'est un peu La couleur tombée du ciel, c'est la météorite tombe et ensuite ça devient quelque chose. Mais je sais pas si t'as vu les différentes adaptations de La guerre des mondes, que ça soit dans le manga ou dans la série télé qui est très très bien. Alors j'ai vu le film moi, enfin j'ai vu les films, mais pas la série télé. Et bien la série télé part du... En gros... ceux qui ont vu La guerre des mondes, vous allez voir de quoi je parle, mais dans le premier film, on le voit pas tant que ça, c'est suggéré vers la fin, mais en fait que tous les extraterrestres, tu sais, il y a des espèces de racines rouges qui sont partout sur Terre. Oui. Et bien ça m'a totalement fait penser à la couleur tombée du ciel. Okay. Le fait que t'aies un organisme parasitaire qui tombe sur Terre et qui va du coup parasiter petit à petit une zone, qui va rendre tout ce qui est sur la zone immangeable, etc. Et qui va changer un peu la couleur de l'environnement. Et dans la série La guerre des mondes, ils ont été forts là-dessus, c'est qu'en fait ces racines rouges, elles sécrètent une espèce de brume un petit peu ocre. Okay. Et le monde fait très Mad Max du coup, fait très désertique, les gens ont tous des voiles après. Et ça m'a vraiment fait penser à ça en lisant La couleur tombée du ciel, avec ce côté parasitaire qui va pourrir toute une zone, mais ensuite qui va recréer des plantes, pour le coup des animaux différents. Ouais, qui va impacter l'écosystème en fait, ouais, d'accord.
Ouais, avec une couleur différente et une texture différente. Bon, dans le cas de la couleur tombée du ciel, c'est indescriptible parce que la couleur n'existe techniquement pas dans notre spectre visible à nous. Oui. Mais voilà, ça me fait penser à ce côté-là de la guerre des mondes avec le côté parasitaire qu'ont les extraterrestres sur la planète. Question toute bête, mais est-ce que c'est une liberté qu'a pris la série télé ou est-ce que c'est vraiment présent dans le roman? Parce que j'ai souvenir assez vague de ce passage-là. Puisque dans les 2 adaptations que j'ai eues, ça n'y pas fait mention. Et le manga que je suis en train de lire aussi, pareil, parce qu'il y a un manga à la guerre des mondes qui est très très bien d'ailleurs, c'est pas fait mention aussi de ce truc-là. Donc est-ce que c'est... Non, c'est une liberté. C'est une liberté, d'accord, ok. Ouais, là où le roman et les films traitent d'une période assez rapide. Enfin, Bah en oui, gros, oui, tout t'as à fait. les petites je crois que c'est 2 mois, 3 mois, c'est terminé. Enfin, il y a la fin. La série part du principe que la solution, enfin pourquoi les extraterrestres arrêtent de faire ce qu'ils font, déjà c'est pas la même. Et en plus, je vais pas vous dire ce que c'est parce qu'il faut que, enfin, voilà, spoiler la guerre des mondes. S'il y en a qui l'ont pas encore vu, Ouais. c'est pas ouf. Hein, c'est bien de le voir. Mais en fait, ils partent du principe que ça a duré plusieurs années. D'accord. Bah, de toute façon, c'est quelque chose qui est suggéré en fait dans l'œuvre de base, hein, puisqu'on suggère que les parasites sont là depuis des années en fait, et qu'ils sont sortis à un instant T, et qu'ils ont commencé à mettre le bazar sur Terre, mais qu'ils étaient déjà présents depuis un long moment. Mais c'est peut-être que ça qui explique aujourd'hui la série en montrant que l'écosystème a déjà commencé à changer parce qu'ils étaient déjà présents avant. Mais ça, c'est quelque chose que je n'ai pas vu en tout cas dans la partie film et que je ne me souviens pas en tout cas dans la partie roman. Mais justement, non, c'est à partir du moment où ils sortent du sol, il y a les racines rouges qui arrivent, il y a la fameuse période d'extermination des humains, puis il y a une ellipse de 10 ans, Ok. et ensuite tu vois la Terre qui est totalement rougeâtre, ambiance Blade Runner 2049, enfin c'est... Ok, d'accord. Voilà, c'est un délire, c'est un concept visuel, mais où il y a très peu d'humains qui essaient du coup de survivre comme ils peuvent, il n'y a plus d'accès à l'eau, enfin l'eau est totalement polluée de partout, la végétation n'existe quasiment plus, enfin c'est un peu, ça m'a fait penser un peu à la vie du peuple des nomades dans Dune, comment est-ce qu'ils gèrent leurs ressources. Ça m'a fait penser à ça, Oui. l'adaptation de la série. Oui. Mais voilà, donc pour adaptation moderne de Couleur tombée du ciel, j'avais noté ça, et j'avais noté aussi dans le jeu Darkest Dungeon, le DLC Color of Badness, Évidemment. qui est littéralement la couleur tombée du ciel, bah oui, et qui rend fou tous ceux qui le voient. Ah non mais complètement, ouais, complètement. Je l'ai pas fait, mais j'ai vu passer cette info sur le DLC, ouais, tout à fait. Et après, pour les 2 inspirations de ses contemporains, j'avais noté le livre Modern Science and Materialism de Hugh Elliott, qui en gros, c'est un récit philosophique sur le matérialisme. Alors ceux qui savent pas ce que c'est un pan de la philo qui part du principe que rien n'existe en dehors de la matière. Donc pas de spiritualité, tout ça n'existe pas, c'est uniquement de la matière. Ouais, c'est très cartésien comme approche, quoi. D'accord. Ouais, voilà. Maintenant, c'est plus au goût du jour. L'écrit est encore trouvable dans certaines bibliothèques, mais c'est un récit il y a beaucoup de choses du récit qui ont été démontrées comme fausses Oui. depuis que c'est sorti. Vu que c'est sorti au début des années 1900, je crois que c'est 1895, un truc comme ça. Et deuxième inspiration, j'avais trouvé donc Charles Hoyfort, et ça c'est super intéressant, qui a fait énormément de recherches et de nouvelles fortement inspirées de ses recherches sur l'irréel, au même moment que Lovecraft écrivait, un petit peu avant même. Et beaucoup pensent que Lovecraft s'est inspiré de ses recherches à lui, parce qu'en fait il partait du principe que tout ce qui était ovni existait, etc. Et en fait il a fait des recherches scientifiques liées à ça, au fait qu'il y ait des matières dans l'espace qui soient différentes de ce que nous on peut imaginer sur Terre. Et en gros Lovecraft se serait inspiré de ses recherches qui du coup tendaient vers le réalisme pour faire notamment La couleur tombée du ciel. Voilà. Ok, non mais toi je connaissais pas cette information, mais intéressante. Ouais, ça remet un peu aussi en perspective le travail de Lovecraft. De toute façon, ce qu'on peut dire aussi, c'est que tout auteur aujourd'hui est forcément inspiré par ses pairs et par ce qui l'entoure. Donc ça sort pas. Oui, bah ouais. Voilà, on est tous forcément inspirés à droite et à gauche pour écrire des choses. Donc ça me paraît pas étonnant en tout cas. Bah d'ailleurs, j'ai noté une citation de Junji Ito par rapport à Lovecraft,
que je trouve très bonne. En gros, il disait « Avant, j'étais persuadé que la peur naissait uniquement dans des lieux fermés, comme les vieux châteaux ou les forêts, et grâce à Lovecraft, j'ai appris à quel point l'infinité de l'espace pouvait être terrifiante. » Ouais, clairement, ouais, c'est bien résumé, ouais. Et je trouvais ça assez juste dans l'approche, même de manière de l'horreur, mais en général, où en fait, la plupart des récits d'horreur comme nous on peut connaître, effectivement, c'est des lieux qui sont délimités, plus que fermés. Et Lovecraft nous apprend qu'en fait non, c'est partout, c'est là, c'était avant, c'est après, voilà. Ouais, l'immensité est terrifiante, les choses souterraines, parce que c'est beaucoup lié aussi au fait aux choses qu'on a sous nos pieds qu'on ne voit pas. Donc non, mais c'est vrai que c'est une autre peur. On est sur de la peur psychologique et de la peur qui rend fou. Donc c'est comme on disait, c'est la folie est au centre de l'œuvre de Lovecraft. Exactement. Et avant de terminer sur la partie influence, petite partie anecdote historique et pour se cultiver un peu par rapport à Sansor. Oui. Parce qu'on a beaucoup parlé des influences par rapport à Lovecraft, parce que bon, je pense que sur ce point-là, on est tous les deux d'accord pour dire que La couleur tombée du ciel gagne haut la main cette partie, rien que pour le nom de Lovecraft. Ouais, même si... alors oui, il gagne ce point facilement, même si je vais quand même te donner 2-3 petites refs que moi j'ai notées, qui sont pas des moindres non plus dans ce qui a pu influencer Junji Ito et ce qu'il nous a distillé. C'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas, mais vas-y, je te laisse et je te le dis après. Alors, pour ce qui est des auteurs, j'avais noté plusieurs noms d'auteurs qui auraient influencé Ito, mais vu que je les connais pas, à part Tsutomu Nie, je vais pas spécialement en parler. Mais il y en a eu d'autres. Je pense que ça se trouve tu les as notés après, mais tu nous en parleras. Ouais. Moi j'avais fait des recherches, c'était sur le nom des personnages, parce que je sais que souvent les Japonais ils aiment bien avoir des noms qui sont un peu, qui sont un peu traîtres quoi, qui dénotent par rapport à l'histoire. D'accord. Et il se trouve que Kyoko Byakuya, ça signifie le miroir du soleil de minuit ou miroir de la nuit blanche, quelque chose comme ça. Ah, ok. Et en fait, quand tu prends les deux séparés, le miroir et ensuite soleil de minuit, tu te rends compte que le nom est pas du tout choisi par hasard. Bah, oui. Parce que vu qu'elle va être considérée comme une déesse qui fait la passerelle entre le savoir infini que représentent les annales akashiques, qui sont donc tirés de la mythologie indienne. Enfin, faudrait revenir dedans, mais Akasha étant un dieu indien, etc. Les annales akashiques seraient l'endroit où sont consignées toutes les connaissances de l'univers. Annales akashiques qui sont d'ailleurs utilisées chez Lovecraft dans le bouquin Dans l'abîme du temps, oui, qui est, je pense à ce jour, mon préféré, qui est un chef-d'œuvre, une masterclass de A à Z. Y a rien de mauvais dans ce bouquin. Et en fait, du coup, avec par rapport au miroir, le miroir qui fait la passerelle entre les connaissances et l'humain, entre du coup les mystères de l'univers et ce qui peut se passer sur Terre. Je trouvais ça ultra intéressant. Et le soleil de minuit, pareil, le rayonnement solaire des connaissances, etc. Même dans sa chevelure jaune. Enfin, il y a plein de sens à trouver à ça. Et autre petite anecdote. Alors ça, je l'avais pas remarqué la première fois que je l'ai lu. Le personnage de Beniko. On va pas trop spoiler, mais c'est celle qui est avec les panneaux de voiture là. Oui. Eh bien, est-ce que tu as remarqué que ses cheveux tombent devant ses yeux légèrement ? Oui, je sais ce que tu vas dire. Vas-y. Ouais, parce qu'en fait, ses yeux sont composés des mêmes filaments que... Oui. Et ça, j'avais pas vu la première fois. D'accord. Ça m'était passé à côté, j'étais en mode ouais, elle a juste des yeux chelous quoi. Et en fait, en relisant et en faisant le rapprochement, elle a les filaments, les petits filaments jaunes qu'on voit au début là, qui font un peu cheveux de pelé. Oui. Les cheveux de pelé, c'est des filaments volcaniques qui sont légèrement jaunes en fait, qui ont cristallisé et qui peuvent voler par moments autour des volcans. Pour anecdote, ça s'appelle pas Pelé, enfin nous on dit Pelé, mais ça vient d'une déesse qui s'appelle Pélé, qui est une déesse hawaïenne, la déesse du feu, des éclairs, de la danse et de la violence. Je trouvais ça marrant aussi que ça vienne de là, en fait, par rapport au récit, enfin bref. Et du coup, ouais, pour Beniko, je trouvais ça marrant parce que quand on sait ce qui se passe avec ce personnage après, le fait qu'elle ait dans ses yeux ces petits poils qui l'interconnectent avec beaucoup d'autres choses,
De toute façon, de manière générale, je trouve que le délire des cheveux Ah, bah c'est le et kink de l'auteur. Hein. ah ouais, et de la connexion entre les... Parce que forcément, les cheveux, ça fait un peu de ces arbres qui s'étend à droite à gauche et qui connectent les êtres entre eux, etc. Je trouvais ça super intéressant, tout ce côté-là. Et après, j'avais noté quoi? Oui, le début du récit est une énorme référence aux périodes d'invasion portugaise au Japon, notamment avec Miguel, là, enfin Miguel, Ouais, qui est, ouais. C'est dit clairement, hein, d'ailleurs. Hein. C'est dit clairement ouais, dans le ouais, manga, ouais. qui sont en gros vers 1540. Vous le savez si vous avez suivi vos cours d'histoire, il y a eu ce qu'on appelle les guerres d'Italie, qui ont plus ou moins concerné tout le monde et qui ont permis un peu une expansion des peuples à droite à gauche. C'est notamment pendant ces guerres qu'est né le fameux doigt d'honneur que nous on connaît maintenant, où en fait les Anglais étaient venus en aide aux Italiens, enfin par rapport aux Italiens, ils sont venus en France et en fait pour les différencier des Français, ils se faisaient couper le doigt d'honneur. Et du coup, ceux qui arrivaient à passer la frontière sans se le faire couper, ils le montraient aux Français en mode tiens, je suis anglais dans ta gueule quoi. Ok, bah tu me l'apprends, je connaissais pas cette anecdote. Ok, d'accord. C'est pas du tout une insulte à la base. Et donc forcément, après il y a eu, avant il y a eu Christophe Colomb qui a un peu ouvert la voie à d'autres expéditions. Et après il y a eu les Portugais qui sont partis jusqu'au Japon, etc. Enfin, bref, on va pas faire de... Il n'y a pas plus de références historiques que ça dans le récit, mais il faut... voilà. La référence même vient de cette époque-là. Si vous voyez pas de quoi je parle, vous tapez... je crois que c'est 1542, et vous tapez invasion du Japon par les Portugais, et vous allez trouver... c'est l'époque d'Aiban, un truc comme ça, et c'est là que est né le commerce. Enfin bref, il y a plein de... C'est super intéressant. Bah, comme d'habitude, quand on regarde un peu les influences historiques dans les récits. As-tu tu m'as dit que tu avais des influences, toi. Est-ce que j'ai cramé toutes tes cartes ou est-ce que non, pas du tout. Tu me les as laissées en plus, c'est parfait. Non, mais après, c'est vrai qu'aujourd'hui, Junji Ito, grâce à cette belle édition de chez Mangetsu, on en parlera tout à l'heure, il y a toute une postface en fait où il donne lui-même ses références en fait. Donc, il l'a dit, ses deux gros plus d'influence. Bon, il parle de Lovecraft, bien évidemment. Il parle aussi d'Uematsu avec l'école emportée, qui pour lui, et c'est assez de manière générale, ça fait assez consensus là-dessus. C'est un peu l'inventeur du manga d'horreur, ce monsieur. Donc forcément, c'est un peu la référence aussi en manga d'horreur, même si Junji Ito aujourd'hui, je pense qu'il l'a un peu surpassé sur le fond, puisqu'il a proposé des récits beaucoup plus aboutis, mais en tout cas, ça reste quelqu'un de référent dans ce domaine-là. Il y a un deuxième récit qui est Yokai Hunter, mais ça, je vais pas m'étendre dessus, je pense que voilà, vous achetez le manga, il en parle très bien dans la postface. Moi, j'ai noté deux petites choses. La première, assez rapide, je la garde pour la fin, comme ça permettra, je pense que ta prochaine partie, après, c'est le dessin. Tu veux qu'on passe sur la partie dessin, après, juste derrière ou pas? Ouais, on sautera les personnages, donc on en a déjà parlé. Voilà. Donc je garde cette dernière référence, comme ça fera le lien avec ta partie dessin. Moi, je vois toute une référence à la pop culture japonaise, notamment films. Moi, je sais, je suis un gros consommateur de films, et moi, j'y vois beaucoup aussi d'influence de ce qu'a pu être Ju-On, The Grudge en français, Ring, avec ces personnages d'entités malveillantes qui surviennent un peu de partout, et qu'il y a aussi beaucoup dans ces œuvres-là des jeux de miroirs, des jeux où il y a un écran, puisqu'il y a tout un délire avec les miroirs aussi dans Sensor. Et ces deux entités, dans Ring et dans Ju-On, sont des personnages avec les cheveux qui leur tombent dans les yeux, chevelure noire, et avec un regard très flippant, puisque tout passe par le regard aussi dans le cinéma d'horreur. Et on retrouve aussi ça chez Junji Ito. Tout passe aussi par le regard, les yeux. Il y a énormément de choses qui sont faites au niveau des yeux. Ça, on pourra en parler un peu plus en détail dans la partie dessin. Donc on sent qu'il a été aussi bercé par toute cette pop culture cinématographique, puisque pour moi ça se ressent. Après, il y en a une autre évidente, mais il la cite aussi, c'est Stephen King. Il est aussi, je pense que c'est quelqu'un qui est un gros lecteur de Stephen King, ou Stephen King, parce que je pense que les gens qui font le podcast Les Rois Steven vont tomber dessus s'ils nous écoutent, mais du coup, ouais, on sent aussi tout ce lien aussi avec ce qu'a pu écrire Stephen King dans ses récits. Et le dernier, c'est au niveau du dessin, puisque on a des passages très graphiques où il y a des sortes de mutations, on va pas en dire un peu
beaucoup plus parce que ça spoilerait. Il y a des personnages il y a des mutations de personnages. Et ça m'a beaucoup fait penser. Et là, je rentre vraiment dans le manga underground, hein. Ça va pas parler à beaucoup de monde, mais vous tapez sur internet, vous allez trouver facilement. Donc l'auteur, c'est Keiichi Kwake, qui a écrit les deux mangas que sont Ultra Even et Heaven's Door, où on suit en fait, c'est en lien avec des drogues hallucinantes que prend le personnage principal. Et c'est quelqu'un qui a un trait, moi je trouve, de fou furieux, qui a un dessin complètement hallucinant dans tous les sens du terme, où il a cette capacité en fait d'avoir les personnages qui ont des mutations, parce que c'est des délires psychologiques, hein. Et on ressent aussi, je trouve ça dans le trait de Junji Ito, dans la manière de décomposer le corps humain, d'avoir de corps humain qui mute, qui passe dans des états différents. C'est difficile à décrire oralement, hein, parce que c'est quelque chose de très graphique, mais je vous invite à aller regarder ce que fait Kwake dans ses pages, et de le comparer à Junji Ito. Il y a une vraie parenté. J'ai pas vu de référence ailleurs sur internet, c'est vraiment du ressenti vraiment purement personnel, mais je trouve qu'il y a une vraie parenté avec cet auteur-là. Et quand j'ai vu cette page où il y a une première mutation chez Junji Ito, j'ai dit bah, attends, c'est du Kwake, c'est clairement ça, quoi. Et j'ai repris les mangas, et c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose il y a une parenté un peu perturbante, en tout cas. Ouais, moi je connaissais pas Kwake, je suis allé voir là en même temps 2-3 illustrations, et effectivement il y a une légère ressemblance Et ouais. au niveau du moment que Je sais pas si c'est toujours édité, mais je vous invite vraiment à les lire parce que ça vaut vraiment le coup. Je crois qu'il y a 3 tomes chez Ultra Even. Heaven's Door, qui pourrait aussi avoir une parenté très Lovecraftienne en fait, avec du recul dans la manière de l'écrire, et qui est en un tome, qui est une histoire en un tome. C'est des mangas qui sont pas faciles d'accès dans l'écriture, mais qui valent le détour. Elles sont toutes en perfecte édition, enfin un équivalent de perfecte édition, c'est des grands formats. Donc ça s'applique, ça s'adapte vraiment au dessin de Kwake. Et vraiment, ouais, je vous encourage à aller le lire si vous arrivez à les trouver. Je crois que c'est malheureusement plus édité, mais c'est super. C'est Glénat qui a fait ça à une époque. Donc vraiment super. Passons maintenant à la partie dessin, comme t'as déjà commencé à Oui, en parler. Désolé. Alors, le dessin, c'est la partie peut-être la plus rapide à chaque fois du battle, parce que c'est extrêmement subjectif. On sait que les deux auteurs sont bons. Enfin, forcément, on choisit pas les récits au hasard dans l'émission, mais ce qui est compliqué par rapport au dessin, c'est que comme ça touche à la sensibilité de chacun, on peut pas forcément avoir un point de vue objectif, dire bah là ça c'est mieux, là c'est compliqué. C'est compliqué de trancher, hein, et je pense que là-dessus on tranchera pas, hein, clairement, je te le dis tout de suite. Moi j'arriverai pas. Alors, ce que j'aime bien dans Gutanabe, c'est les couleurs, parce qu'en fait c'est du noir et blanc seulement. Il y a pas de gris, c'est que du noir et du blanc. Je crois qu'il y a très très peu de gris ou de fioritures visuelles. C'est que des contrastes. Enfin, c'est même pas des contrastes. Du coup, c'est soit noir soit blanc. Ça me fait penser un peu en termes de couleurs à ce que peut faire Atsushi Kaneko, l'auteur de Search and Destroy et Soil, Desco, Wet Moon, enfin ce genre, cet auteur-là. Et à contrario, Ito, je trouve qu'il a un style de dessin qui est extrêmement épuré, c'est super propre. Il n'y a pas clair. Une ligne qui est plus grosse que l'autre, toutes les lignes font la même taille, tout est... et ça se voit même au niveau des personnages, je pense que Ito a un problème avec les femmes. Je pense qu'il a peur des femmes, parce que à chaque fois quand il regarde ses récits, le mal vient toujours de la femme. Oui. Le problème vient, et il a cette espèce d'attirance, enfin de peur un peu, de peur de l'inconnu qui vis-à-vis de la femme. Bon après c'est une peur qui remonte à longtemps, hein, les différences de genre, etc. Mais ouais, il est très fort pour faire des très belles femmes, Ito. Tomie, je trouve que le dessin et le physique qu'elle a est incroyable. J'ai un peu plus de mal avec Tanabe au niveau des visages. Je sais que Gutanabe, j'adore ce qu'il fait en termes de paysages, même au niveau des monstres ou il arrive à dessiner des choses qui sont pas dessinables. Je pense au mythe de Cthulhu, où Cthulhu quand il est décrit comme une créature invraisemblable, quoi. Il arrive à donner une image à peu près entre le malaise, la maladie psychique et la réalité à ces trucs-là.
là où Ito est moins dans ce délire. Donc moi je mettrais une petite pièce sur Ito parce que c'est un style un peu plus propre que Tanabe, et Tanabe j'ai un peu plus de mal avec les personnages. Alors, c'est vrai que pour revenir, juste pour commencer par la couleur tombée du ciel, ouais, je trouve qu'il y a un énorme boulot qui a été fait au niveau de l'ancrage. Je trouve qu'il arrive vraiment bien à jouer sur le contraste, comme tu disais, ce qui fait que on arrive à ressentir la noirceur du récit juste par la qualité d'ancrage et de fait d'arriver au niveau couleur, même si on peut pas vraiment appeler ça de la couleur, mais parce que ça reste du noir et blanc. Mais en tout cas, je trouve qu'il arrive vraiment à jouer là-dessus, ce qui fait qu'il crée une ambiance par son dessin. Et je trouve que le style horrifique lui va bien. Ce qui peut te perturber, je pense, dans le dessin de Gutanabe, parce que je suis en train de le feuilleter en même temps que je te parle. Il y a un truc c'est les yeux. Hein. Alors, c'est les yeux, ok, mais je pense qu'en fait, Gutanabe, il a pas un style. Alors, attention, ce que je veux dire, c'est prendre avec des pincettes, hein. Il a pas un style qui fait très manga. Je pense qu'il a une façon de dessiner, Gutanabe, qui est très européenne et qui va limite flirter avec le comics, puisque il y a un côté très réaliste dans les personnages, dans la tête des personnages, et c'est vrai que ça fait pas manga. On sait que c'est un manga parce que c'est un japonais qui dessine, mais je trouve qu'il s'écarte vraiment des codes classiques des mangas, puisque tous les personnages ont des proportions très réalistes en fait, hein. Donc je pense que c'est ça qui peut un peu perturber, parce que on s'attend à lire vraiment un manga pur jus et ça fait pas vraiment manga dans la manière de dessiner. Et alors que Junji Ito, est beaucoup plus académique. Les traits des personnages, si on prend la tête du gourou, il a vraiment une tête qui est très très ancrée dans le côté très japonais, dans la manière de dessiner. Et moi, ce qui m'a perturbé un peu Junji Ito, c'est qu'en fait, je trouve, il a fallu que je regarde la date pour m'en convaincre. Il a un style assez vintage dans la manière de dessiner. Je trouve qu'il a je sais pas si c'est voulu ou pas, mais on a l'impression que c'est un récit. Tu m'aurais dit il a été écrit il y a 30 ans, ça m'aurait pas choqué, parce que il dessine ses personnages un peu à l'ancienne quand même, je trouve. Après, ce qui nous fait penser que bon, c'est récent, c'est tout ce délire graphique des mutations, on en revient justement, où là pour le coup je suis pas sûr que ce soit quelque chose qui se rapprochait de ce qu'on peut faire. On est un peu dans le délire un peu aussi d'Otomo, un peu, hein, je trouve, dans les mutations. On n'y en a pas parlé tout à l'heure dans les références, mais il y a beaucoup de Otomo aussi dans le côté Akira, dans la manière de dessiner aussi le dessin. Mais je trouve que ouais, il a un côté très vintage, il a un gros kink avec les cheveux, il dessine super bien les cheveux. Les cheveux, c'est son truc, hein, donc on voit qu'il y passe du temps à les dessiner, parce qu'il y a vraiment du détail, on voit toutes ses limites, il se prend la tête à faire tous les cheveux après cheveux, quoi, hein, limite. Je sais pas si tu vois un peu le délire. Ouais, si. Mais ouais, moi franchement j'ai du mal à trancher, parce qu'en fait ils sont, comme tu disais, hein, c'est subjectif. C'est compliqué de dire que j'en préfère un autre, parce qu'ils sont radicalement différents. Ils ont une approche très personnelle de l'horreur et de la manière de dessiner, et c'est très compliqué. Il y en a un qui a une ligne claire, l'autre qui a une ligne un peu plus où il travaille plus avec le noir, et c'est vrai que c'est compliqué de trancher. Moi je suis incapable de trancher entre les deux, parce que j'aime les deux en fait, mais pour des raisons différentes. Ok, bon, on va mettre un petit point pour les deux du coup. Je vois que le temps file, je vois que ça fait 1h14 qu'on est en train d'enregistrer, donc on va essayer de terminer assez rapidement les deux dernières parties, qui sont le découpage et l'édition. Oui, ça va être assez rapide, hein. Ouais. Pour le découpage, concrètement, le découpage des deux, que ça soit en termes de cases, est très bon. Moi, je trouve que c'est assez fluide à lire. Il n'y a pas un moment où tu te dis tiens, c'est bizarre qu'il ait fait ça là, où tu ressens une longueur dans le récit. Je trouve ensuite que le fait que ça soit deux one-shots, ça convient parfaitement, c'est-à-dire qu'il y a un début, une fin, un développement, ça traîne pas en longueur, il n'y a pas de fioriture, on n'a pas spécialement envie d'en savoir plus, parce qu'on est, comme on l'a dit tout à l'heure, dans les deux cas, on est assez dans le flou pour laisser notre imaginaire nous bercer et nous donner envie de lire d'autres choses de l'auteur sans forcément continuer cette histoire-là. Maintenant, en termes de découpage de chapitres, la couleur tombée du ciel, comme tu l'as dit, c'est des rails, c'est une ligne droite, il y a un début, hop, le développement jusqu'à la fameuse cassure et la fin. Alors que Ito, chaque chapitre peut être lu de manière indépendante, je trouve. Complètement. C'est une histoire, tu vois, c'est pour ça que on a parlé des chefs-d'œuvre de tout à l'heure de Junji Ito. Et je trouve ça bien de commencer par les chefs-d'œuvre de Junji Ito, parce qu'en fait la plupart des récits de Junji Ito que j'ai lus actuellement, donc j'en ai lu 3, j'ai commencé à lire Tomie, sont des récits qui sont
composé de mini-histoires. En fait, les histoires sont liées entre elles, bon, pas les chefs-d'œuvre pour le coup, mais dans Sansor et dans Tomie, c'est le cas. Et toutes les petites histoires vont former une plus grande fresque. Et en fait, je trouve ça marrant. Et j'aime bien, moi, ce délire de petites histoires. C'est un truc que j'ai découvert ces lectures-là récemment sur les one-shots et les anthologies. Et je connaissais avant, mais j'en lisais pas. Et j'adore le style des anthologies. Je trouve ça vraiment bien. Le fait qu'un auteur arrive en très peu de pages à te faire comprendre, à avoir un truc assez développé. Je trouve que c'est un excellent exercice de style. Et c'est hyper appréciable parce que dans une ère où justement on a des mangas qui n'arrivent pas à se terminer. Hein. On parlait en off, tu vas aller chercher le tome 100 de One Piece, mais quand est-ce que ça va s'arrêter ? Là, je trouve que c'est reposant même, je trouve, d'avoir des auteurs qui arrivent à avoir un récit qui est structuré et qui tient en un tome ou 2 tomes. Dans certains cas, parce que dans les chefs-d'œuvre de Lovecraft, il y en a certains qui sont en 2 voire 3 tomes, parce que c'est compliqué de faire moins. Mais en tout cas, je trouve que c'est bien de temps en temps d'avoir un peu de séries courtes, où c'est bien structuré, ça va droit au but, et puis voilà, et puis tu le lis, c'est dense, tu peux le reprendre en plusieurs fois parce que le récit te le permet. Et je trouve que c'est appréciable et ça fait du bien. Et moi, je sais que j'ai eu une période où le simple fait de savoir que la série avait 45 tomes ou 50 tomes ne me le faisait pas acheter et ne le faisait pas commencer. Donc je préférais... Ah ouais, c'est mon cas maintenant. Bah voilà, et je sais que moi j'ai pas mal de séries assez courtes, en 2, 3 tomes, un tome, du one shot. Et je trouve que c'est quand même c'est appréciable, ça fait du bien un petit peu, c'est reposant. Ouais, s'il fallait en choisir un, alors là pour le coup je pense qu'on va revenir, enfin moi personnellement je vais pas réussir à choisir parce que j'adore le côté mini-histoire de Ito, mais le côté, le découpage de Tanabe et le fait qu'on est sur des rails du début à la fin, qu'on se laisse porter, c'est une énorme qualité pour moi, donc compliqué de choisir là-dessus. Bah, moi c'est pareil parce qu'encore une fois on revient à ce qu'on disait sur la partie écriture, hein, il y en a un qui est un peu plus facile d'accès que l'autre, mais pour autant ils sont tous les deux complexes, tous les deux intéressants. Là je pense qu'on peut mettre un point aux deux et puis ne pas trancher parce que c'est malgré tout 2 choses qu'il faut découvrir par leur récit parce qu'ils ont tous les deux un récit très fort en tout cas. Ouais, et on va passer au dernier point qui est l'édition. Pourquoi ce point-là ? Parce qu'en fait les 2 bouquins ont une édition qui est particulièrement réussie. Oui. Ils sont magnifiques. Franchement, si des gens de Mangetsu, de Kiyun écoutent le podcast, bravo, parce que ça soit Sansor, que ce soit La couleur tombée du ciel, l'édition elle est incroyable. Alors, les couleurs tombées du ciel, c'est d'une couverture en simili-cuir. Ouais, c'est ça. Ouais, simili-cuir, ouais, tu peux le dire, ouais, ce qui rappelle un peu les livres anciens. Voilà, qui est marqué avec du relief sur la couverture. Ça c'est super. C'est très propre, au toucher c'est ultra agréable. Ah oui. Et moi le truc qui m'a, encore plus que la couverture, qui m'a choqué dans la couleur tombée du ciel, c'est le papier. Ah ouais, le papier. C'est, on est entre le papier glacé et le papier cartonné là, et ils ont fait un choix de papier qui est hyper agréable au toucher. Enfin moi je trouve que c'est super. Hein. Enfin, au niveau sensitif, c'est difficile à faire retranscrire, mais je trouve que je sais pas ce que c'est comme papier pour le coup. Bah, alors pour le coup, tu vois, enfin on en parlera, mais j'ai été regarder les intérieurs de couve et puis les entrepages, on en parlera tout à l'heure, mais Mangetsu s'est fait un gros kiff là-dessus sur le détail de son édition. Je sais pas si tu as fait attention, mais en tout cas dans Kiyun ils l'ont pas fait. Mais je trouve que tout est parfait quoi. Enfin la couverture, moi je trouve que c'est ce qui m'a fait accrocher le truc, c'est que le fait d'avoir cette couverture en semi-cuir qui rappelle les livres anciens. Ce qui fait que t'as un manga, mais il pourrait limite avoir sa place parmi les romans, et parce qu'il s'y prête vraiment bien. Et le papier à l'intérieur, c'est super quoi. Enfin c'est purement de la sensation hein, qu'on vous décrit, mais moi j'aime beaucoup ce qu'a fait Kiyun avec les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Hein. Ah ouais, le papier de Kiyun, si vous avez jamais feuilleté, essayez de trouver, parce que je sais qu'ils sont sous blister, mais essayez de trouver un magasin où il y en a qui sont plus sous blister. Ouvrez-le. Et kiffer quoi, enfin, je veux dire c'est un délire de lecteur, mais putain le papier de Kiyun, j'avoue que le premier que j'ai acheté c'était celui qui hantait les ténèbres. Je me rappellerai toujours, je l'avais acheté en mode ouais on verra, c'est du Lovecraft, et quand j'ai commencé à le lire, que ça soit l'ancrage, les noirs ou même juste la texture du papier, j'étais en mode ah ouais
moi je vais acheter les autres. Mais honnêtement, c'est une marque de fabrique de Kiun, hein, si tu, dans une moindre mesure, hein, j'ai l'impression que ce sont des gens qui essaient d'avoir une importance sur la qualité du papier et la qualité du toucher du papier. Moi, je sais que les premières éditions que j'ai lues de chez Kiun, puisqu'ils sont sur le marché depuis un petit moment maintenant, c'est quelque chose qui revient assez souvent, c'est la qualité de papier, c'est vraiment quelque chose qui est important chez eux. Je ne l'ai pas lu, mais en tout cas, tu le sens parce que tu le ressens au toucher. Et c'est encore plus magnifié avec une œuvre comme les chefs de Lovecraft en tout cas. Ah bah on en parlait au début, les liens du sang qui sont chez Kiun, a un papier qui est très particulier aussi, qui est très agréable au toucher, et qui réconforte le côté un peu malsain du récit, comme je l'ai dit au tout début. Et par contre, alors l'édition de Mangetsu, on sent que la personne qui gère ça, c'est Sullivan Rook. Alors s'il y en a qui connaissent pas, c'est aussi le directeur éditorial de chez iComics. Tous deux chez Édition Brajlon, et tu sens qu'il a fait du comics avant, quoi. Ouais. Parce que ça fait mini comics, on va pas se mentir, la couverture cartonnée, on entend, là je tape dessus. Avec les espèces d'impressions en vernis sélectif, que ça soit sur la couverture ou sur la vraie couverture cartonnée, avec la jaquette par-dessus. Même la jaquette, elle est extrêmement qualitative. On sent qu'il y a eu du taf dessus, quoi. Ouais, clairement. Alors, c'est vrai qu'ils se sont même tapés un délire. Bon, je sais pas trop quoi en penser, mais à nous donner vraiment le détail de comment a été fait le manga, en fait, en 3e page, juste avant le début du récit du chapitre 1, Les fils de la Vierge. Vous avez un petit sous-texte sur la page noire en bas de page, où je vous décris clairement le type de papier, quoi. On sait que c'est un papier Gardamate, qu'ils ont recouvert ça d'un pelliculage mat. Enfin voilà, ils se sont fait un petit délire là-dessus. Bon, je sais pas ce que ça apporte au lecteur, je pense qu'ils se sont fait un kiff. Mais c'est vrai que l'édition est belle, c'est très joli, ça comment dire, ça met dans une bibliothèque, c'est chouette. Mais je mets un petit bémol, tu vois, et là tu vas voir ma préférence vers qui elle va aller. Parce que je suis pas fan, alors j'aime beaucoup parce que c'est joli, mais pour lire un manga ou même un comics, parce que tu as parlé de comics, je suis plutôt friand des couvertures souples. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile à manipuler, c'est beaucoup plus simple à lire aussi, et je trouve que quand j'ai fait les formats en carton dur, j'ai l'impression que ça s'abîme, c'est une impression, c'est con ce que je te dis, mais ça peut plus vite s'abîmer à la lecture, donc tu vois, je vais avoir peur de trop l'ouvrir, parce que qu'il peut peut-être plus s'abîmer dans le temps. Et donc la sensation de lecture est pas la même. Je préfère en fait, si tu veux, dans le côté édition, ce qu'a proposé les chefs de Lovecraft, parce que ils nous ont proposé un truc un peu vintage, parce que c'est Lovecraft. Et voilà, c'est très joli chez Mangetsu, mais moi je t'avouerai que j'ai une petite préférence quand même pour le travail de Kiun sur l'édition des chefs de Lovecraft. Alors c'est vrai qu'en termes de confort de lecture, je te rejoins. Je pense je mettrai aussi la pièce sur Lovecraft. Comme c'est souple, c'est beaucoup plus agréable à lire, et en main ça tient mieux. Maintenant, par rapport à la solidité, il y a un reportage qui doit traîner, je crois que c'est les labels 619 qui fait de la BD, la franco-belge, qui expliquait par rapport à la colle et aux reliures et tout sur les formats cartonnés. Et en fait, format cartonné tiendra beaucoup plus longtemps dans le temps. C'est pas un truc que tu vas casser, en fait. À part, alors ça dépend du format du carton. Ça dépend surtout du carton, en fait. De ce que j'ai compris, chez Urban Comics, ils sont un peu plus lèges sur la qualité de ce carton-là, ce qui fait que les bouquins Urban, si on n'en prend pas soin, ça peut se plier. C'est vrai, je confirme. Je l'ai vécu. Voilà. Par contre, chez iComics et du coup maintenant chez Mangetsu, c'est beaucoup plus compliqué d'abîmer un bouquin. Alors ça reste faisable, forcément, faut pas non plus... on en prend soin, quoi, par défaut. Voilà, faut en prendre soin, mais tu vas moins facilement le casser, même beaucoup plus difficilement. Et sur la durée, il tiendra beaucoup plus longtemps, que ce soit en termes de colle, les petits carnets, etc., que je pense Kiun, mais qui tiendra aussi longtemps, parce qu'on sait qu'ils font gaffe à la reliure notamment. Mais voilà, en termes de qualité pure, je pense que Mangetsu est au-dessus, enfin Sansor est au-dessus, mais en termes de confort de lecture, il n'y a pas photo. Avoir une page souple, c'est beaucoup plus facile. La prise en main, elle est là, quoi.
Ouais, puis même, tu sais, on parlait de la qualité du papier au toucher. Encore une fois, je préfère le toucher du papier de Ki-hoon que celui de Mangetsu. C'est vrai qu'il y a des gens qui se sont plaints pour Mangetsu. Voilà, après, c'est encore une fois ce qu'on dit là, c'est hyper subjectif. Hein. C'est du ressenti, c'est du sensitif. Donc d'une personne à une autre, ça peut varier. Ça reste deux boulots exceptionnel, faut le dire, hein, mais comme là on peut avoir capacité à trancher, moi voilà, je laisse parler un peu le ressenti, moi j'irai plus vers Ki-hoon pour ce point-là en tout cas. Ouais, bah pareil pour moi. Ce qui nous permet de conclure, donc j'ai noté les points, avec 2 points d'avance, Lovecraft arrive vainqueur de cette battle. Super. Maintenant, ça reste, on le répète encore une fois, ça reste subjectif. Oui. Il faut lire les deux. Je pense que on en parlait du prix. Lovecraft, la couleur tombée du ciel, c'est 15€ et S'en sort, c'est 14,90. Pour la qualité du papier et de la lecture, même du récit en lui-même, c'est franchement pas très cher. C'est hyper abordable. Hyper abordable. Voilà, on va dire. Pour le même prix, vous avez une double édition, on va pas se mentir, merdique de chez Tonkam. Donc, le choix, il est assez vite fait. Je sais pas de quoi tu parles. Non, mais faut dire des fois, il faut dire les termes. Les doubles éditions de chez Tonkam, que ce soit Gantz, Beck récemment. Ouais, grosse déception. C'est bien Beck. parce qu'ils rééditent, mais c'est pas qualitatif, quoi. Il y a aucun travail de fait, c'est cher pour rien, enfin voilà. Alors comme ça. Je mettrais juste un petit bémol à ça parce que tu en parles, du travail des perfects, des travails de remise en valeur d'œuvres dans des nouvelles éditions. Alors, ça reste pas fou parce que moi j'ai connu l'œuvre avant, Beck, si tu parlais de Beck justement, parce que ça vient de sortir. Ouais. Si on doit juste mettre quand même un point positif, c'est pas fou parce que je m'attendais à un format plus grand, c'est juste de la déception. Ça reste ok, c'est pas fou. Par contre, ils ont quand même fait un petit boulot de post-face qui est hyper intéressant, qui apporte pas mal de petites choses en plus pour décrypter l'univers de Beck. Mais c'est vrai que on s'attendait pas forcément à ça. Et c'est là où je me pose une question. Est-ce que la réédition des Perfect Editions, est-ce que c'est quelque chose où l'éditeur est libre de faire ce qu'il veut, ou est-ce que c'est le japonais qui l'impose? Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai vu aussi pas mal de choses tourner, notamment je pense à Slam Dunk, qui est un manga qu'on a traité dans les mangas du grenier, où on a ce qu'on appelle la Star Edition. Tout le monde attendait une Perfect Edition de Slam Dunk, on a une Star Edition qui pour le coup est horriblement chère et n'apporte rien, mis à part une fresque, et là pour le coup c'est une grosse déception. Et ça pour le coup, ce que j'ai appris notamment par le mon libraire, c'est qu'ils n'ont pas forcément le choix en fait, les éditeurs, ils prennent ce que leur imposent les japonais, et les japonais là-dessus verrouillent énormément de choses. Après je pense qu'ils peuvent prendre un parti pris sur la qualité de papier, sur pas mal de petites choses, ça c'est les discussions qu'il doit y avoir aux japonais, et pour moi l'exemple en la matière qui pour moi fait un travail de fou, c'est Kurokawa, parce qu'il faut en parler, on peut aussi parler des choses très positives, notamment avec la Perfect Edition de Full Metal, qui pour moi je trouve est un super boulot, et qui est l'exemple à suivre en matière de Perfect Edition. Ouais, parce qu'ils ont bossé dessus. Même chez Glénat, la Perfect de Dragon Ball, elle est pas si... Elle est sensationnelle. Elle est bien, hein. Non, elle est sensationnelle, tu peux le dire. Moi, je trouve que c'est vraiment top. C'est pour moi le support voilà. Pour lire Dragon Ball, c'est faut prendre la Perfect Edition. Pour ceux qui seraient passés à côté, que je pense pas. Quoique, je pense qu'il y a peut-être plus de gens qui ont vu l'animé qui ont lu le manga, mais si un jour vous devez lire le manga, il faut lire le manga Dragon Ball, prenez la Perfect. Hein. C'est ce qui mettra le plus en valeur le trait de Toriyama. On arrive du coup à la fin de cette émission, donc n'hésitez pas à nous dire sur les réseaux lequel vous préférez, si vous en avez acheté un suite à cette émission et si vous l'avez apprécié ou non, même si vous lisez une des références dont on vous a parlé durant cette émission qui était assez longue. Oui. Moi je te remercie Seb d'avoir participé, c'était très cool. Merci à toi pour l'invitation, et puis c'était un plaisir partagé, c'était vraiment hyper intéressant de discuter avec toi, et puis c'est vrai qu'à un moment donné il faut un peu se limiter, sinon on peut parler pendant 3 heures. Voilà, là je pense on était parti, mais on a un impératif d'enregistrement, sinon je pense que l'émission aurait duré 2 heures, ça aurait pas été un souci. Oui. Non, mais c'était très cool. C'était très cool en tout cas, excuse-moi. Ouais, non, pas de souci. Comme dit au début de l'émission, n'hésitez pas à mettre les étoiles, les pouces, enfin tout ce qui est possible pour mettre des notes sur les différentes plateformes. Allez suivre Y a-t-il un pilote dans le manga? Il y aura évidemment le nom et les liens en description. Rejoignez-nous sur Discord, on a un petit Discord avec d'autres créateurs, c'est vachement cool, on discute de tout. Voilà.
On est vraiment pas fermé là-dessus. Il y a une super ambiance. Moi, je vous remercie. Ouais, c'est ça, c'est pas mal. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Lisez plein de mangas. Ciao. Salut tout le monde.